J'ai toujours été fasciné par le paysage. Je pense que ça doit remonter à mon enfance. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Je suis allé dans des endroits qui m'ont beaucoup frappé, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup ému. Quand j'ai décidé beaucoup plus tard d'aller en école d'art, c'était pour travailler sur le paysage. Le paysage, c'est à la fois une portion du monde qui nous entoure, donc quelque chose qui est très lié au réel. Ça peut être quelque chose qui va être extrait par un artiste ou par un photographe, une portion de ce monde qui va être choisie et qui va être représentée avec la sensibilité de la personne qui le regarde et qui le retranscrit, donc avec une certaine subjectivité. Il y a dans cette notion de paysage systématiquement la balance entre les deux, entre le réel et l'expérience qu'on fait du réel. La peinture de paysage, elle a beaucoup évolué, surtout grâce à Turner, en fait, qui, pour la première fois, n'avait pas l'ambition de représenter un paysage, mais son sujet, c'était plutôt le mouvement de la matière, de la réverbération de la lumière. Et c'est comme ça qu'est née l'abstraction. C'est quand on a arrêté de se dire que le but était de représenter un paysage, mais plutôt que le sujet était ailleurs, que ce qu'on voulait dire ou ce qu'on cherchait à représenter, c'était pas que le paysage. Les paysages, moi, auxquels je m'intéresse, c'est ceux que j'appelle les paysages contemporains, c'est-à-dire ceux qui sont en mutation de nos jours et qui donc préparent un peu le monde de demain. Le paysage, finalement, il est toujours vecteur d'un sens qui est celui de l'occupation de l'homme. Dans quasiment aujourd'hui tous les paysages, même les paysages qui vont paraître naturels, il y a toujours l'empreinte ou un choix qui a été fait par l'homme qui peut se lire à travers lui. Donc le paysage, il va porter toutes ces notions de culture, d'histoire, de politique, d'économie, de démographie. Et donc à travers lui, on peut lire tout un tas de choses sur l'évolution de notre société, sur notre identité, sur notre temps. Cette thématique du vernaculaire m'a fait aller dans un peu tout type de paysage, c'est-à-dire aussi bien des espaces agricoles, les zones industrielles, commerciales, les zones pavillonnaires. Je me suis focalisé sur cette notion de frontière en travaillant sur des zones qui agrègent déjà la plupart des territoires contemporains. Le premier projet a été sur la frontière ville-campagne en Île-de-France, là où il y a vraiment cet agrandissement de la ville sur la campagne. Et donc après ça, je l'ai développé sur la frontière entre la ville et le désert à Las Vegas, et puis sur une ligne entre Arras et Anvers autour de la notion de reconversion du patrimoine industriel, voilà, dans le nord. On a une plateforme dans le port d'Anvers qui va être utilisée pour servir d'une sorte d'immense parking de conteneurs ou de voitures qui vont être importées ici, avec des traces de camions qui semblent complètement perdus, qui ne font pas vraiment de sens, avec de la poussière, de la saleté. Et puis dans le même temps, sur le même endroit, on a quelque chose d'extrêmement géométrique, d'extrêmement précis. Il y a une opposition entre la gauche et la droite de l'image qui est très révélateur, je pense, à la fois de toute la précision avec laquelle on construit les paysages aujourd'hui et de tout le chaos que ça peut susciter.
Et à droite, cette sorte de plateforme de stockage également, on trouve un sol très bétonné, très construit, très matériel. Et puis, voilà, c'est ce genre de jeux de Lego qui viennent comme ça contenir des graviers qui vont servir pour le BTP. Ça, c'est une image qui nous fait vraiment perdre l'échelle parce qu'elle replonge vraiment dans l'enfance des jeux qu'on pouvait avoir. On est vraiment sur une notion de miniature, de micro-macro. On a ces graviers qui pourraient sembler être vraiment comme pris à hauteur d'homme et puis qui en même temps, voilà, on est sur une surface qui là encore fait à peu près 80 mètres par 80 mètres au sol. Après, plus graphiquement, moi j'aime toujours dans les deux cas travailler sur des lignes qui sont toujours dont la précision fait toujours un peu peur. Et en même temps d'être sur des codes graphiques qui vont rappeler des œuvres qu'on a pu connaître. Ici, ces lignes verticales, on peut être sur des créations de Kenny Snoland ou Barnett Newman. Enfin, voilà, ça appelle à des codes graphiques qui sont connus et qui ont un impact assez fort. Ça pourrait être Anthony Tapiès, Pierre Soulages, voilà, ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Et quand je suis dans l'avion, je sais que l'endroit où je suis en train de survoler, il a sa place dans ma série. J'ai juste maintenant à me concentrer sur la composition. C'est l'idée de se détacher presque d'un travail de photographe et de rentrer plus dans un travail de peintre et d'aller chercher ces compositions abstraites. Et pour ça, je dessine aussi ou je peins pendant l'hiver quand je ne fais pas forcément de photos, en m'entraînant un peu à travailler sur ces géométries, sur ces compositions qui moi, en tout cas, graphiquement, me plaisent. Et ça m'aide à aller de plus en plus vers des images abstraites en photographie après. Je vole plutôt en avion qu'en hélicoptère, avec toutes les contraintes de vitesse, de turbulence, de vibration, etc. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour cadrer parfaitement du premier coup, mais c'est pas grave. Comme c'est un travail sur la transformation du paysage, l'idée c'est de ne pas venir qu'une seule fois, mais plutôt d'essayer de faire une quinzaine de survols pendant 2 à 3 ans sur chaque projet, sur chaque lieu. Et donc de revenir pour en suivre l'évolution, mais également pour affiner les cadrages petit à petit. Donc je ne suis pas sur l'instant décisif. Si j'ai pas ma photo la première fois, j'y reviens. Des fois pour un cadrage qui va changer seulement de quelques millimètres, pour par exemple juste recentrer cette petite benne là au centre du cadre et jusqu'à avoir quelque chose de parfait. Le point de vue zénital me permet de me placer plutôt dans l'esprit d'un architecte, c'est-à-dire de représenter le paysage comme un plan, de mettre en lumière la précision avec laquelle tout ça s'est construit, la multiplication de ces tout petits éléments, les accumulations qu'il peut y avoir dans tous ces paysages contemporains qu'on est en train de construire. La position du soleil zénital va vraiment écraser les ombres. On va avoir quelque chose de très fade, de très plat. C'est l'idée d'être sur une lumière qui va être ni celle du lever ou du coucher du soleil, qui pourrait embellir le lieu. Là, la beauté, si on y voit une forme de plasticité, elle vient de la composition, elle vient des matières qui existent dans le sol, elle vient du travail de l'homme sur la Terre, mais absolument pas d'une stratégie photographique pure. C'est aussi ma sensibilité de travailler sur des choses assez monochromes, assez grises, et c'est pour ça que j'ai surtout travaillé sur les chantiers et sur les zones construites plutôt que sur des zones agricoles. La série sur Salt Lake City, là où on est sur des couleurs très vives qui sont liées à la salinité du lac, aux micro-organismes qui y vivent, à un certain nombre d'algues, je vais retravailler donc sur des couleurs qui vont être beaucoup plus présentes, mais qui finalement vont donner des images encore plus abstraites. Il n'y a rien de retouché dans les images. Je n'ai pas le parti pris non plus de truquer ou de modifier quoi que ce soit dans les images. Est-ce le visuel qui est abstrait ou est-ce que c'est la façon dont on a construit le paysage? Est-ce que c'est la façon dont la société évolue qui rend le paysage abstrait?
Et ce que j'aime dans cet endroit, c'est qu'on est dans une ancienne carrière, donc on a une omniprésence du minéral, du sable, de la terre, et puis également c'est un lieu dans lequel l'homme travaille très régulièrement, puisque les engins ici sont constamment en activité pour renouveler le paysage, pour renouveler le site, mais ils construisent rien, parce qu'en fait c'est un centre de formation dans lequel on vient apprendre à manipuler les engins. C'est ici que j'ai commencé à faire mes premières photos de paysages, et je retrouve ces énormes empreintes de machines dans le sol. Et puis c'est aussi là que commencent un peu tous les paysages, puisque tous les gens qui apprennent à transformer le paysage passent par des lieux comme ceux-ci pour apprendre, pour la première fois, se mettre un petit peu à l'œuvre dans cette transformation du monde. Ce lieu-là, il y aurait une route qui passerait juste à côté, on ne le regarderait pas vraiment parce que ça ressemble plutôt à un terrain dévasté, à une zone abandonnée, il n'y a pas d'activité, c'est pas joli. On dirait même peut-être presque s'il y a des déchets ou des choses qui sont, voilà, qui sont polluants ou qui vampirisent un petit peu le paysage. On a beaucoup de petits marqueurs, beaucoup de petits éléments que moi je m'amuse à repérer parce que finalement c'est eux qui vont faire le lien entre cette matière très abstraite et presque inexistante et puis la présence humaine. Donc ça va être ces compteurs, ces gaines électriques, ça va être ces piquets qui viennent délimiter une parcelle ou ces traces qui permettent de pré-envisager quelle sera la forme du paysage quand il sera un petit peu plus avancé. Donc ce sont là les indices que moi je m'amuse à glisser dans les images, qui nous permettent de décrypter l'échelle, qui nous permettent de sentir, de voir peut-être pour la première fois dans ces zones la présence de l'homme. Ça laisse un sentiment étrange en fait, parce qu'on est partagé entre forme d'admiration devant ces paysages qui sont assez grandioses, devant la puissance de l'homme par rapport à la nature, à ce qu'il est capable d'entreprendre, de construire. Et puis de remarquer que dans tous ces lieux-là, il y a une forme de perte de repères, de perte d'échelle, de perte de sens, dans l'identité de ces paysages, dans la société qui se prépare à travers elle. On a beaucoup de mal à y décerner quelque chose de très encourageant ou de très positif. Donc avant moi, par exemple, de m'alarmer de l'occupation des sols ou des problématiques écologiques, c'est surtout ça que je retiens, c'est cette dissolution du paysage, de cette volonté d'architecture, de vivre ensemble, d'humanité dans ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Ça laisse un sentiment assez amer peut-être sur ce que ça nous prépare comme futur. Mais le rôle d'artiste n'est pas forcément de le dire. C'est pas forcément de crier, de sonner l'alarme, c'est peut-être plus justement d'apprendre déjà à regarder ces lieux-là. L'abstraction, c'est peut-être la seule façon de représenter quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre, dans lequel on n'arrive plus à s'identifier. L'abstraction permet vraiment de créer un jeu avec le spectateur qui regarde l'image. C'est un jeu qui va questionner le rapport médium-photographie, savoir si ce qu'on regarde c'est bien une photographie, puisqu'on ne peut pratiquement plus le dire, et de se demander si la photographie est bien capable de représenter le réel, et bien une extraction sans retouche, sans transformation du réel. Ça permet aussi d'interroger les paysages sur leur capacité à faire sens, puisqu'on pourrait plutôt penser à un dessin, à une peinture ou à quelque chose de totalement imaginaire, de totalement inventé et créé. Et également donc, puisqu'on peut à peine dire si ce sont des paysages, de les identifier d'un point de vue du temps, d'un point de vue de l'endroit où ils sont implantés, etc. Voilà, l'abstraction permet de créer ce jeu entre le sentiment qu'on a en regardant l'œuvre et le réel qui est pourtant partout présent dans les tableaux. C'est peut-être ça le plus important dans l'abstraction, c'est que chacun puisse avoir sa propre lecture de l'œuvre, sa propre vision du paysage, de décrypter soi-même si on a envie de décrypter ce qu'on voit. Peut-être que dans ce cas-là, le message qui en découlera sera particulièrement fort.
Ou au contraire de rester dans quelque chose de très onirique, de très plastique, et dans ce cas-là de proposer une forme de réenchantement du monde ou de ce paysage-là. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'artiste d'ajouter à cette ambiance maussade qu'on a déjà, mais plutôt d'essayer de réenchanter un peu tout ça.